Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, 20h13, les chroniqueurs de la deuxième heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir à vous, Ophélie Roch. Bonsoir, journaliste enseignante. Bonsoir également Gilles Boutin, journaliste au Figaro, en charge de la politique économique française. Tout un programme. Et justement, l'invité de la deuxième heure est l'économiste de la santé, Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé, spécialiste des questions de protection sociale. Invité dans Europe 1 pour réagir aux principales mesures annoncées ce week-end par Catherine Vautrin, la ministre de la Santé et des Solidarités, contre la fraude sociale. Un projet de loi doit être débattu en ce sens au Parlement à l'automne. Fraude estimée par le gouvernement à plus de 13 milliards l'année dernière. Dans un contexte de rigueur sans précédent, on se dit que c'est plutôt une bonne idée de vouloir s'attaquer à la fraude sociale, aux prestations sociales qui ne devraient pas être perçues, aux arrêts maladie qui ne devraient pas être accordés. Et pourtant, Frédéric Bizard, vous ne partagez pas cet enthousiasme, ou du moins cette évidence qu'il est bon par tous les moyens de lutter contre cette fraude sociale. Bonsoir à vous. Frédéric, vous êtes avec nous ? Eh bien, Frédéric arrive dans quelques instants. Est-ce que vous, au moins ici dans ce studio, vous partagez l'enthousiasme ou l'évidence de Catherine Vautrin qu'il faut, sans tarder, absolument s'attaquer dans ce contexte de forte rigueur budgétaire à la fraude sociale, à cette question à 13 milliards d'euros. Gilles Boutin. Dans l'absolu, on ne va pas dire que le gouvernement a tort de lutter contre la fraude sociale. Je pense que tout le monde partage à minima ce besoin de justice. Frédéric Bizard est un petit peu plus mitigé. On va en parler avec lui dans quelques instants. C'est ce qui serait intéressant de savoir. Non, ce qui pose problème, c'est que lors de la présentation de ce plan qui était en mars dernier, là on a des détails, plus de précision sur le projet de loi, mais lorsque ça a été présenté avec Amélie Montchalin et Catherine Vautrin, l'argumentaire tournait réellement autour du désendettement, de la capacité de la France à reprendre son destin économique en main. Et on en est très très loin. C'est-à-dire que quand on voit la fraude sociale qui est estimée à 13 milliards, ça pourrait être beaucoup plus selon certains. Un magistrat comme Charles Prats estime qu'elle est 3 fois supérieure. D'autres la minimisent. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'entendais encore un député de la France Insoumise ce matin qui expliquait que c'était un sujet absolument marginal. Ça ne m'étonne pas. Venant d'LFI, il y a aussi une clientèle et un réflexe pavlovien à penser que lutter contre la fraude sociale, ce serait lutter contre les pauvres. Je ne vois pas bien le raccourci. Et inversement, la priorité absolue à lutter contre la fraude fiscale avec des centaines de milliards là à récupérer. Oui, bien sûr, chacun voit les économies où elles sont. Mais en l'occurrence, ce discours qui à l'époque était de dire que grâce à ça, on va largement contribuer à la reprise en main de nos finances publiques, aujourd'hui est minimisé. La ministre dit que c'est une bonne démarche, pour autant, elle ne va pas faire des promesses impossibles. Et je trouve que c'est aussi le signe d'une impuissance. C'est-à-dire que de vouloir caler ce projet de loi à peu près au moment de l'examen du budget, c'est de reconnaître qu'on n'a pas la majorité pour faire des économies massives et impopulaires. Donc, on passe par le discours de la recherche d'efficacité. Mais on ne sait jamais combien ça rapporte. Et du consensus, parce qu'a priori... encore, sauf à l'extrême gauche, évidemment. Mais oui, du consensus. Mais c'est bien le signe qu'on ne va pas aller très loin financièrement avec ce projet de loi. Ophélie Roch. Oui, du coup, je voulais pas voler la parole à l'invité, mais s'il n'est pas encore là, je me permets, vous m'arrêterez si jamais il revient. Je veux pas lui amputer son temps de parole. Moi, cette annonce de loi, j'avoue qu'elle m'a fait un petit peu frémir au départ. J'avais un petit peu peur de ce qu'on allait trouver dans le package. Finalement, j'ai trouvé assez cohérent. C'est vrai que ce qu'elle propose, c'est-à-dire, de s'attaquer vraiment à tous des types d'abus qui étaient pour le coup vraiment caractérisés, c'est-à-dire vraiment les gros fraudeurs et pas forcément pinaillés sur chaque arrêt de travail. C'est vrai que c'est un peu le problème là, justement. Tout ce qui touche la santé est très délicat à manier. C'est vrai que c'est compliqué de dire il y en a qui abusent du système, parce que oui, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui n'abusent pas. Donc c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur. J'avais un peu l'impression que ça allait être un peu une chasse aux sorcières. Et en fait, le plan qu'elle a proposé est relativement équilibré. Je trouve pas que ça mette trop, entre guillemets, j'ai envie de dire, la faute aux patients en disant, c'est votre faute. Je trouve que c'est quand même relativement équilibré. En revanche, je pense qu'en effet, les économies proposées, le temps que ça se mette en place, le temps qu'il y ait des exceptions, le temps que tout ça, ça va finalement pas rapporter grand-chose, du moins pas rapporter grand-chose tout de suite. Alors c'est toujours bon de le faire, je pense qu'on peut pas ne pas le faire, il faut bien commencer un moment à récupérer l'argent. Est-ce que c'est très ambitieux ? Là, non, je vous rejoins, c'est pas du tout ambitieux.
Et puis là où on peut pas complètement donner tort, et c'est rare que je le dise, donc il faut vraiment que les spectateurs l'enregistrent parce qu'ils réentendront. Voilà, les auditeurs, pardon. Oui, c'est parce que je sors de CNews. Et LFI a peut-être raison sur un point, c'est qu'en effet, la fraude fiscale semble beaucoup plus, financièrement installée que la fraude sociale. Et qu'en effet, on attend aussi d'elle un plan peut-être sur ce volet, parce que ça sera pas possible de faire... Les deux sont peut-être pas contradictoires. Ah non, je pense que les deux ne sont pas, mais c'est vrai qu'elle commence à annoncer ça par le social, à suivre, donc affaire à suivre. Frédéric Bizard nous a rejoint au téléphone, professeur d'économie à l'ESCP, président de l'Institut Santé. Bonsoir à vous Frédéric Bizard. Oui, bonsoir, désolé pour ces problèmes techniques. Aucun souci. Je ne sais pas si vous avez entendu les premiers commentaires de nos débatteurs. En tout cas, mon premier commentaire à moi, c'est d'avoir l'impression que vous ne partagiez pas vraiment l'enthousiasme, ou du moins l'évidence de Catherine Vautrin, qu'il était bon par tous les moyens de lutter aujourd'hui contre la fraude sociale. Écoutez, comment peut-on être en désaccord pour lutter contre la fraude sociale comme pour la fraude fiscale ? Enfin, on est dans une banalité telle que, en effet, je pense que c'est très loin du problème très structurel et profond de la protection sociale en France, de la soutenabilité de notre modèle social en France. Juste deux mots. D'abord, il faut rassurer Catherine Vautrin que c'est pas la première qui s'attaque à la question de la fraude sociale. Quoi qu'on puisse en penser, il y a une lutte qui est permanente de l'ensemble des caisses sociales pour tenter, autant que faire que peut, de réduire cette fraude sociale. Et des ministres concernés successifs, Elisabeth Borne, Gabriel Attal. Proposées. Non, mais le ton, Martial, vous savez, il faut pas être dupe. Vous avez probablement de l'expérience en matière politique, c'est très connu. C'est la stratégie de la diversion. C'est-à-dire, je suis impuissant à résoudre un problème, donc je ne voudrais pas qu'on en parle. Le problème, c'est quoi ? C'est un système de santé au bout du rouleau, parce qu'il n'a pas été pensé pour gérer une population vieillissante. Il n'a pas été pensé pour gérer des pathologies chroniques. Il n'a pas été pensé pour gérer autant de révolutions technologiques. Donc forcément, il dysfonctionne. Ce qui fait que vous avez 10 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Ça, c'est pas la faute des fraudeurs. Vous avez un tiers des Français qui ont du mal à trouver des médicaments. Ça, ce n'est pas la faute des fraudeurs. Et vous avez un hôpital public qui est à genoux. Ce n'est pas la faute des fraudeurs. Donc ça, on n'en parle pas. On pourrait parler du système de perte d'autonomie avec un tiers des Français qui sont en besoin, qui ne trouvent pas de réponse, et 30% des Français qui sont en besoin et qui trouvent une réponse insatisfaisante, sans parler de la maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. Oui, ça, ce sont des vrais sujets. D'accord ? Donc là, on allume un contre-feu en disant, avec un ton martial, il faut responsabiliser les citoyens, il faut que les fraudeurs arrêtent, comme si une majorité des Français étaient des fraudeurs, alors qu'on est sur une ultra-minorité. Mais évidemment, il faut être absolument extrêmement ferme contre ces fraudeurs, qu'on soit bien clair avec ce que je veux faire passer comme ça. Mais on est sur un contre-feu. Et les mesures, qu'on pourra en parler, je sais pas si c'est une prochaine question, mais les mesures, la ligne du ridicule de Mme Vautrin. Vous dites quand même un système de santé n'a pas pour objectif de faire des économies. Est-ce pour autant qu'il est acceptable qu'il... Oui. Moi, j'ai dit un système de santé. Pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Un système de santé. Je pense qu'on ne dépense pas trop en santé, mais on dépense très mal. Enfin, vous savez, moi, j'ai créé en 2018, vous avez la gentillesse de le rappeler, l'Institut Santé. C'est-à-dire, c'est en fait un centre de recherche dédié à la refonte des modèles sociaux. Il faut repenser nos modèles sociaux par rapport à une démographie qui n'a plus rien à voir avec le XXe siècle, par rapport à une sociologie qui n'a plus rien à voir avec le XXe siècle, et par rapport à des technologies qui n'ont plus rien à voir avec le XXe siècle. Donc, il est normal que notre modèle, dont on fêtait les 80 ans, soit à genoux, parce que justement une série de politiques comme Madame Vautrin ont essayé de faire des contrefeux et de dire non mais il n'y a pas de problème de fond, il y a que des problèmes de surface parce qu'il y a des fraudeurs, il y a des gens qui abusent, et oui, il y a des gens qui... Mais c'est en politique, il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils utilisent mal leur rémunération de députés. Hein. Il y en a eu 2 il n'y a pas très longtemps, mais on va pas dire pour ça que tous les députés sont des fraudeurs et que le seul problème de l'Assemblée nationale, c'est un problème de fraudeurs. Ophélie Roch a une question à vous poser, Frédéric Bizard. C'était moins une question qu'une remarque, parce qu'en effet, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'un système de santé, en fait, ne doit pas faire d'économie, mais surtout, elle ne doit pas faire de profit. Il conteste avoir dit ça. Ah, il conteste. Oh bah non, bon, mince. Mais ce que je conteste, c'est le fait que c'est pas un objectif de faire des économies. Non, je suis d'accord. Mais pour un système de... C'est pas un objectif, c'est un moyen pour avoir un système soutenable. Il faut qu'on ait des dépenses de santé qui augmentent de l'ordre de 3% par an pour qu'ils soient soutenables. C'est ça le truc. Mais le grand problème de notre système de santé, c'est pas qu'il n'est pas
soutenable, c'est qu'il n'est pas adapté à un modèle économique soutenable. Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle économique soutenable, c'est la finalité d'un système de santé, c'est de maintenir la population en bonne santé le mieux possible. Or, notre système, il a été pensé pour s'occuper des gens une fois qu'ils sont malades. Et ça, vous pouvez plus avoir ce système-là qui ignore la branche bonne santé, c'est-à-dire maintien en bonne santé, qu'on appelle prévention abusivement. Mais il y a strictement aucune mesure dans le budget 2026, par exemple. C'est une vraie loi santé qu'il faut. Et j'espère que cette loi fraude, qui est quand même, moi je la trouve, honnêtement, tant elle est totalement vide. On vous dit, il faut pas verser les prestations sociales à des gens qui ne sont pas éligibles aux prestations sociales parce qu'ils gagnent trop d'argent. Mais c'est une insulte pour les gens qui diraient qu'ils détestent l'assurance sociale. Enfin, si c'est pas le cas, mais que fait la police? On vous dit pas verser des prestations sociales aux gens qui n'habitent pas la France parce qu'ils n'ont pas le droit aux prestations sociales. Enfin, à ceux qui sont des trafiquants de drogue, on va reconnaître leur activité, mais on va leur dire, puisque vous trafiquez de la drogue, je vais vous mettre 45% de taux de CSG et pas 9,2%. Enfin, permettez-moi de dire que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Frédéric Bizard, vous plaidez pour une vraie réforme de la santé, vous demandez même une loi de programmation de la santé à 5 ans, un peu comme on fait pour la question militaire. Par exemple, qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Votre question est tout à fait pertinente, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut une loi de programmation, il faut une réforme de l'état sanitaire. Cette loi de programmation, par exemple, on l'a fait pour le grand âge, mais elle sert à rien parce qu'on n'a pas réformé de façon... Ce qu'il faut, c'est que l'État arrête de s'occuper de l'organisation des soins dans les territoires et de faire de la bureaucratie partout et d'asphyxier les professionnels de santé, y compris que ça soit à l'hôpital ou dans les territoires de choses. Mais il faut que l'État s'occupe de ce dont il doit s'occuper, c'est-à-dire de la stratégie à long terme. Il faut que l'État nous dise, voilà, à 5 ans, quels sont mes 5 ou 6 objectifs de santé publique? Quel est mon plan d'action pour l'atteindre, comme on le fait, vous l'avez tout à fait bien dit, dans la défense, dans la sécurité, dans l'agriculture. Et voilà mon plan d'action, voilà le budget que je mets. Et donc, je vous donne une visibilité à vous, médecins, infirmiers, aides-soignantes, industriels, chercheurs, pour que vous le fassiez. Mais ça, l'État ne le fait pas du tout, parce qu'on a un système qui est géré de façon comptable à la petite semaine, et ça ne marche plus. Et ça, il faut l'intégrer dans une loi de programmation, parce que ça doit être voté au Parlement, on a notre démocratie représentative, et il faut que le Parlement et l'État délèguent à une structure de démocratie sociale et sanitaire qui est à créer au niveau des territoires. C'est très facile à faire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et là, responsabilise les acteurs. Pour le coup, je suis d'accord sur la notion de responsabiliser. Mais pour responsabiliser les gens, il faut leur donner une feuille de route. Il ne faut pas leur dire « soyez responsables ». Vous voyez ? Or, il n'y a aucune feuille de route, il n'y a aucune stratégie nationale de santé dans ce pays. Mais on vous dit c'est la faute des fraudeurs et c'est la faute de ceux qui abusent. C'est pas très sérieux. Je crois que vous avez un vrai ennemi, vous, ce sont les agences régionales de santé. Non, j'ai pas d'ennemis, vous savez, moi, j'essaye d'améliorer les systèmes, mais ces agences régionales de santé, soit vous les supprimez pour créer des services de santé publique dans les préfectures, soit vous les transformez en agences régionales de santé publique. Mon ennemi, c'est un peu la technostructure, la bureaucratie, qui en fait étouffe l'innovation, l'initiative individuelle, la création. Or, vous savez, on a une telle qualité de professionnels de santé dans ce pays. On manque de rien. On manque ni de professionnels de santé de qualité, ni de ressources financières. On a ce qu'il faut en matière de dépenses, et surtout ni d'innovation technologique. Il faut quand même un petit peu s'étonner qu'on devrait avoir un système de santé, puisqu'on parle de santé, qui soit rutilant, qui soit une Rolls-Royce. Imaginez-vous, il y a 20 ans, il était rutilant, et aujourd'hui, avec toutes les innovations technologiques, il est par terre. C'est bien qu'on a un problème d'adaptation du système à cet environnement-là. Donc c'est un problème éminemment politique. Gilles Boutin, une question pour vous, Frédéric Bizard. Oui, Frédéric Bizard. À vous entendre, tout passe autour de l'efficience, de l'efficacité de nos process. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'éviter la question fondamentale qui reste celle de l'argent? Or, vous nous dites qu'il va y avoir une dépense qui mécaniquement va augmenter avec le vieillissement de notre population. Et permettez-moi de vous dire, je pense qu'il y a plus d'un sceptique quand on entend qu'il faut faire un peu plus de sport pour mieux vivre sa vieillesse. Est-ce qu'en termes de masse, on va réellement, en améliorant nos conditions de vie, en faisant du sport régulièrement, faire de véritables économies, ou en tout cas rendre notre système de santé viable sur le long terme? Ce que je veux dire, c'est, in fine, ne va-t-il pas falloir accepter individuellement de payer des médicaments plus chers pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir la santé que nous méritons?
Non, alors, premièrement, sur votre remarque sur l'efficience, il me semble pas que c'est ce que j'ai dit qu'il faut changer l'organisation du système. Par exemple, l'état sanitaire, il faut qu'on ait un état sanitaire visionnaire qui ait 2 pôles et pas 36 000 agences, etc. Bon, on pourrait rentrer, il faut des territoires de santé qui n'existent pas. On a territorialisé, mais on a territorialisé pour les professionnels de santé. Il n'y a aucun Français qui connaît ces territoires de santé. Donc, il faut repenser une organisation, c'est pas très compliqué à faire. Et ensuite, il faut être efficient. Mais il faut pas dire, faut juste améliorer l'efficience dans un système qui dysfonctionne, qui n'est pas bien organisé en matière de gouvernance, de financement. Il y a une chose très importante qui est le financement. Vous voyez, faut sortir du système à 2 étages. On est le seul pays au monde avec un premier étage qui est l'assureur public, l'assurance maladie, la branche santé de la sécurité sociale, et un deuxième étage qui sont les mutuelles. Mais aucun pays au monde ne fait cette aberration d'avoir 2 assureurs, ce qui coûte un pognon de dingue. On dépense 6% de dépenses administratives en France, 16 milliards d'euros, alors que c'est 3% à la moyenne avec un seul assureur. Bon, vous voyez, donc là, et ça c'est de la restructuration, ce sont des décisions politiques. Maintenant, votre question qui est de dire la population vieillit, donc forcément il faut et vous avez des innovations, il faut accepter de payer la santé plus cher. Je suis pas certain de ça parce que c'est la morbidité qui engendre les dépenses de santé, et la morbidité elle est pas liée à l'âge. Et on est obligé de s'arrêter là, Frédéric Bizard. Merci. Si vous vieillissez en bonne santé, donc c'est vieillir en bonne santé. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est une politique de santé publique qu'il faut mettre en place. Bizarre. Et à partir du moment où vous neutralisez l'effet vieillissement. Merci à vous. Professeur d'économie à l'ESC Pré et président de l'Institut de santé. On poursuit la discussion d'Europe 1 Soir toujours avec vous, Ophélie Roch, journaliste enseignante, et puis Gilles Boutin, journaliste au Figaro. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de ces annonces contre la fraude sociale. On parlera également de cette décision du Conseil d'État qui a jugé que la SNCF n'avait pas à demander l'identité de genre à ses clients. Restez avec nous, on en parle juste après le journal de 20h35. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Maël Laurent. Et on poursuit cet Europe 1 Soir toujours avec Ophélie Roch, journaliste et enseignante, Gilles Boutin également, journaliste au Figaro, spécialiste des questions économiques. On continue à parler de ces annonces contre la fraude sociale de Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, on le disait, qui n'est pas la seule à s'attaquer à ces questions. D'autres s'y sont essayés. Preuve que c'est difficile d'aller chercher l'argent où il est. Pourquoi on n'y arrive pas, en fait? Question toute simple. Gilles Boutin. Parce que c'est le principe de la fraude, c'est de ne pas être détecté, tout simplement. Et puis je pense qu'on a affaire. C'est ni une question de moyens, ni d'ambition. Si, il y a nécessairement une question de moyens. Parce que Amélie de Montchalin vante l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale, pour le coup. Et là, il y a vraiment une amélioration tangible, mais c'est aussi basé sur une administration fiscale qui est l'une des plus efficaces au monde. Là, pour le coup, si on peut citer un exemple de quelque chose qui fonctionne très bien en France, c'est l'administration fiscale. Vous n'y échappez pas. En revanche, la fraude sociale est plus pléthorique et beaucoup plus difficile à appréhender. Elle est aussi bien le fait d'oubli, parfois, de personnes. Ça s'est pointé. Il y a une large part qui part tout simplement là-dedans. Beaucoup de Français sont de bonne foi. Elle est aussi le fait d'une criminalité plus organisée, mais plus diffuse, avec il y a aussi certains entrepreneurs qui sont sans scrupules, certaines entreprises qui s'organisent pour disparaître. Tout ça est imbriqué dans d'autres fraudes. Vous rajoutez la fraude à la rénovation. Je pense que c'est un peu les mêmes entreprises qui vont pratiquer les mêmes fraudes sociales que les fraudes à la rénovation. Donc on a un entremêlement avec c'est pas les mêmes populations, c'est des approches vraiment très différentes. Et en plus de ça, ça peut vraiment être des petits montants. Donc c'est compliqué d'aller chercher des petits montants et d'en retirer. Les moyens pour récupérer ces sommes-là seraient au-delà de ce qu'on pourrait récupérer. Exactement. Il y a aussi ce problème où les différents acteurs, les différentes institutions ne communiquent pas nécessairement entre elles. Oui, et là-dessus, nos politiques communiquent sur le fait que justement, ils sont en train, et ça fait partie du projet de loi qui a été présenté par Catherine Vautrin, c'est d'améliorer la communication entre les administrations, mais je pense qu'on se refait pas comme ça. Et puis ajouter à ça certaines réticences culturelles également qui existent dans certaines administrations, c'est-à-dire que lutter contre la fraude sociale, c'est vécu par certains comme lutter contre les pauvres. Mais non, c'est pas ça. Et donc, si on n'a pas les relais aussi également sur le terrain des personnes qui sont sincèrement mobilisées dans cette démarche, ça va poser problème également. Ophélie Roch, si vous étiez ministre de la Santé et des Solidarités comme Catherine Vautrin et que votre Premier ministre vous demandait de plancher sur un plan d'économie, vous feriez quoi? Est-ce que vous démissionneriez tout de suite ou est-ce que vous essayeriez? Oui, ce que j'allais dire, je pars en courant, mais bon, je pense que cette option n'est pas sur la table, mais c'est compliqué. Enfin, comment dire? Je suis, en effet, c'est délicat. Sa position est délicate parce qu'en effet, elle doit
d'une certaine manière, récupérer de l'argent. Parce que quand on voit l'état de nos hôpitaux, quand on voit l'état du système de santé en général, enfin, je pense que ça, tous les auditeurs qui nous écoutent quasiment doivent vivre plus ou moins dans un désert médical, alors que c'était pas encore le cas il y a 10 ans. Donc on voit bien que de toute façon, il y a des aggravations de partout. En revanche, qu'est-ce qu'elle peut faire réellement pour faire en sorte que cet argent arrive? C'est ça qui est compliqué. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on peut sans doute faire des économies, mais où les faire? Parce que c'est compliqué. On va pas demander à des hôpitaux de réduire leur budget de fonctionnement. Moi, je pense c'est là aussi le souci, c'est qu'il y a quelque chose où on ne peut pas toucher, on ne peut pas mettre en danger la sécurité des gens, en commençant à fermer à volo les services et les maternités qui ferment. Enfin, moi, je suis très très sceptique quand je vois quand même la dégradation, parce que je pense que on avait un système qui marchait bien, on a un système qui ne fonctionne plus. En effet, je pense que le système de cotiser, on n'avait pas prévu qu'il y ait autant, à un moment, autant de retraités en même temps, et que c'est là où le bas blesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Ça, je ne sais pas, je suis pas économiste, donc j'ai pas de baguette magique pour donner une solution. On a un journaliste économique. Voilà. Donc mais je ne sais pas s'il a une baguette magique non plus, on verra, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que la France, même si elle doit en effet essayer de récupérer de l'argent, alors en effet, pourquoi pas taper sur les fraudeurs, Par exemple, j'ai vu que les frais, je suis tombée des nues, mais qui a 6,5 milliards, parfois qui partent avec pour des faux frais, en effet, de faux ambulanciers qui en fait font des détours en passant par 300-400 km de détours faussement pour facturer. Donc oui. Là, on se dit c'est invraisemblable. Enfin là, on peut pas laisser faire ça. Après, le souci, c'est est-ce qu'on peut arriver à maintenir un hôpital qui ne s'effondre pas en commençant à faire des économies de bout de chandelle, notamment sur le personnel qui est en déshérence, sur les heures qui sont pas payées, faut pas croire, les infirmières, les médecins, ils ont beau dos, ils travaillent souvent gratuitement quand même. Donc c'est compliqué, moi je trouve, cette situation, et Catherine Vautrin, elle s'attaque, c'est un début, j'ai envie de dire, ce sera sans doute pas suffisant. Elle met ça aussi, pas seulement sur l'idée de dégager des moyens supplémentaires pour l'hôpital, mais aussi sur une question de valeur. La fraude sociale, dit-elle, est une trahison de celles et ceux qui cotisent pour financer notre modèle social. Oui, c'est vrai que c'est une trahison. Si on part du principe que c'est de l'argent public et que l'argent public, normalement, il doit ne pas retomber dans les poches de certains qui veulent, entre guillemets, s'enrichir là-dessus. Bien sûr que c'est là-dessus, on peut pas lui donner tort. La vraie question, c'est en effet, c'est quelle est la part d'oubli, justement, ou quelle est la part de difficulté pour certains à comprendre les règles, et quelle est la part, en effet, de mafia, parce que je suis persuadée, en effet, qu'il doit y avoir des mafias qui sont très très bien organisées pour réussir à récupérer de l'argent au détriment du contribuable. Et ça, c'est une honte absolue. Et d'ailleurs, ces gens-là devraient avoir de la prison ferme. Gilles Boutin, un dernier mot. Vous, ministre des Solidarités, vous, ministre de l'économie? Je me garderai de faire un programme. Cependant, je trouve que ce que disait Frédéric Bizard était intéressant sur la pluriannualité, mais je suis en revanche plus sceptique sur la question du financement. C'est-à-dire qu'il ne répond pas en nous expliquant qu'il faut apprendre à vivre en meilleure santé. Il ne répond pas aux questions urgentes qui se posent de financement, comme vous le disiez, dans nos hôpitaux qui sont décrépits, avec ne serait-ce que des plateaux repas qui sont ignobles, des infirmières qui sont surexploitées. On ne s'en sort pas de cette façon. Donc il faut un financement, et c'est pas en améliorant fondamentalement les process qu'on va tout arranger de cette façon. Ce qui nous amène à la question éternelle du financement, et ça pose la question, je ne dis pas que j'ai une réponse, mais de la contribution de chacun. Donc, faut-il payer plus cher, par exemple, les médicaments? Certains disent que ça donnera conscience aux Français de ce que coûte la santé. Je pense que les plus pauvres doivent être épargnés, évidemment, mais il ne faut pas penser que c'est open bar. Non, tout ça, c'est nos impôts. Et on voit bien que nos impôts ne suffisent pas à financer notre santé. C'est aussi une question de valeur et de principe.